Allez, bonjour à toutes et à tous. On va enchaîner avec cette nouvelle conférence dans cette première matinée de Vive Industrie. Merci d'être avec nous. Va avoir une séquence, à mon avis, passionnante parce qu'on a la chance, vous le voyez à l'écran, d'avoir avec nous Olivier Luancy. Bonjour Olivier Luancy. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement et de rejoindre Vive Industrie. Je crois que c'est une première pour vous, si je ne dis pas de bêtises. Alors l'intervention ici, dans ce lieu, non, c'est pas la première, mais pour Vive Industrie, je confirme. Ah bah, très bien, très bien. Donc on va commencer. On a intitulé cette intervention, Olivier, réindustrialisation, le défi d'une trajectoire verte en France. Pourquoi on a fait ce choix-là? Parce que vous l'avez vu peut-être dans les différents stands qu'il y a sur Vive Industrie, il y a plusieurs villages thématiques. Et cette année, pour la première fois, il y a un village thématique sur les solutions écologiques et bas carbone. Et on avait évidemment envie de questionner aussi la problématique de la réindustrialisation sous l'angle aussi vert, mais on ne va pas parler non plus que de ça. En tout cas, Olivier Luancy, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas dans la salle, mais qui sont avec nous, vous êtes un expert sur le sujet justement de la réindustrialisation. Vous êtes auteur d'un rapport qu'on va réévoquer assez longuement, Réindustrialisation 2035, mais qui a finalement pris la forme d'un ouvrage qu'on va voir ici, si je ne vous dis pas de bêtises, normalement sur la slide suivante, voilà, qui s'appelle Le défi d'une génération, qui a été évoqué tout à l'heure par André Abrouille au moment de l'inauguration justement du salon. Et vous allez nous réexpliquer en quoi cet ouvrage est finalement le rapport en lui-même, qui n'était pas encore tout à fait sorti, même s'il avait été commandé par le gouvernement. Oui, alors d'abord, ravi d'être... Alors, je voulais juste quand même préciser quand même 2-3 éléments sur votre biographie quand même. Parce que je dis expert en réindustrialisation, mais ce qui est aussi très intéressant avec vous, c'est que vous le présentez d'ailleurs vous-même des fois en disant j'ai eu 3 décennies assez différentes. Vous êtes un ancien élève de l'école polytechnique et vous avez un parcours qui est finalement assez varié entre secteur public et secteur privé. Vous avez plutôt commencé justement à la Commission européenne, mais aussi dans un conseil régional. Donc ça fait écho aujourd'hui puisque cet événement est évidemment organisé par le conseil régional Nouvelle-Aquitaine et on aura certainement plein de choses à se dire. Puis ensuite, vous êtes passé dans une autre décennie, on va dire. Vous avez rejoint Saint-Gobain et là, vous avez vraiment rentré dans le métier aussi d'industriel. Vous avez supervisé un certain nombre d'activités en Europe centrale et orientale. Vous avez été aussi conseiller justement à l'industrie au cabinet du président de la République, si je ne dis pas de bêtises, sous François Hollande, entre 2012 et 2014. Et vous avez contribué à la mise en place d'une initiative que vous connaissez très certainement dans le public, qui s'appelle Territoire d'industrie, qui avait été commandée par le Premier ministre. Alors là, des fois j'ai un petit coup, je suis même un des papas de Territoire d'industrie, je dis, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel je me suis beaucoup impliqué, on en reparlera certainement, et dont, qui me donne beaucoup de fierté. Voilà. Donc, Très bien, alors on va en reparler, mais voilà, ça fait une jolie biographie, et puis vous êtes aussi aujourd'hui professeur titulaire d'une chaire au CNAM, au Conservatoire des Arts et Métiers, si je ne dis pas de bêtises, c'est une chaire aussi qui est dédiée à la décarbonation de l'industrie. On y reviendra évidemment, enseignant à l'école des mines, et puis vous participez à beaucoup de laboratoires, je pense au lab de BPI France, il y a aussi la fabrique de l'industrie pour laquelle vous avez produit beaucoup de choses et de rapports, le lab des forces françaises de l'industrie, je sais que dans la salle il y a des représentants des FFI Nouvelle-Aquitaine ici. Donc vous avez une excellente vision, on va dire, de l'industrie d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Et alors c'est certainement pour ça qu'on vous a commandé à un moment donné aussi un rapport, ce fameux rapport réindustrialisation 2035. Donc forcément, avant qu'on aille dans plein de détails des enjeux de cette réindustrialisation, déjà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les enjeux de ce rapport, pourquoi c'est devenu un ouvrage qu'on voit à l'écran, quelles sont un peu les perspectives? alors, merci pour cette présentation. J'ai eu beaucoup de chance, donc j'ai eu une carrière assez riche. C'est toujours difficile pour le présentateur de la synthétiser. Bravo Antoine. Cet ouvrage, donc l'histoire commence, comme ça a été indiqué, j'ai eu la chance de passer 2 ans et demi à l'Élysée, j'avais gardé des contacts, et l'histoire commence en septembre 23, et je fais un petit message à mes interlocuteurs de l'Élysée en disant on vient de sortir de la loi industrie verte. Le gouvernement nous fixe un objectif de 15% d'industrie dans le PIB, dans notre création de richesse. C'est très bien, c'est très ambitieux. Simplement, moi, quand je regarde les études qui sortent, que ce soit sur le besoin en foncier par le préfet Roland Mouchel-Blaisio, que ce soit sur les besoins en formation par France Stratégie ou d'autres, ou que ce soit les besoins en électricité par RTE, par exemple, tous ces fondamentaux de l'industrie sont calés sur une industrie qui reste à 10% du PIB. Alors avoir une ambition politique, je dirais, plus forte que l'intendance administrative, ça c'est la règle du jeu, c'est normal.
Mais quand vous avez un écart qui est de 50%, c'est ce que j'aurais dit, vous avez toutes les chances de vous prendre les pieds dans le tapis. Et de là découle une mission qui m'est confiée en novembre 23, je me trompe d'une année, novembre 24, et qui, non, novembre 23, c'est ça, et qui dit, bon, bah écoutez, Olivier, faites-nous une trajectoire de réindustrialisation qui soit ambitieuse et réaliste, et puis qu'on puisse décliner un petit peu, si on l'a fait, on a besoin de combien de formations, de combien d'hectares, combien de mètres cubes d'eau aussi, est-ce que ça engendre un stress hydrique, etc., etc. Et on fait tourner la moulinette avec 9 administrations qui se mettent autour de la table. Alors c'est des administrations qui d'habitude dans les arbitrages interministériels, vous en avez peut-être entendu parler de ces réunions qui se passent à Matignon, en général elles ne sont pas d'accord. Elles sont très rarement d'accord. Entre la direction générale énergie-climat et la direction générale des entreprises, ils défendent en général des points de vue qui sont... Et là on a réussi à les faire travailler très bien. Pourquoi je le dis? Parce que même s'il n'y a plus vraiment de planification dans notre État central aujourd'hui, notre administration est parfaitement capable de le faire et nous avons sorti des scénarios de réindustrialisation à 2035 en faisant varier l'objectif entre le 15% qui était l'annonce politique et puis le scénario catastrophe qui serait de redescendre à 8% d'industrie dans notre création de richesse. Qui était le scénario à éviter. Voilà. Et ça a relativement bien fonctionné. La conséquence de ça, l'une des conséquences de ça, c'est qu'on s'est rendu compte que le scénario à 15%, en tous les cas en 10 ans, il était juste pas faisable. En 20 ans sans doute, il n'y a pas de problème, 15% c'est rejoindre la moyenne européenne, donc en tant qu'ambition politique c'est très très légitime, mais en 10 ans c'est pas possible. C'est pas possible parce que vous devriez former 4 fois plus de personnes au métier industriel que ce qu'on forme aujourd'hui. Alors même si on avait un chèque en blanc, on y met 2 ou 3 milliards d'euros par an d'argent public en France sur les métiers industriels, même si on avait un chèque en blanc, et les chèques en blanc se font rares actuellement, le temps de monter les formations, de recruter les cohortes, de les former, vous en avez pour 5 ans, et quelque part sur un objectif de 10 ans, vous avez mis seulement 5 ans à vous mettre en place les formations nécessaires sur votre objectif. Ça décalait complètement la trajectoire et ce n'était pas possible. On peut faire le même type de démonstration sur le foncier avec la Loisanne. On a un certain nombre de choses. Même si on s'y mettait aujourd'hui et qu'on libérait toutes les contraintes qu'on peut avoir, l'inertie que nous avons, qui encore une fois, on peut toujours faire plus vite, plus simple, ne permettait pas d'atteindre cet objectif. Alors ça, c'était la première chose que conclut le rapport. Et de manière, je dirais, très technique, ce n'est pas un choix que j'ai fait comme rapporteur, c'est cette commission de 9 administrations qui sont venues me voir en me disant « Olivier, si tu défends l'objectif de 15%, nous, on sera obligé de dire, en tant qu'expert, que technicien, que ça ne colle pas. » Voilà, donc dans ces cas-là, vous êtes coincés. Et si j'aurais adoré pouvoir dire 15%, allons-y tous pour 2035, derrière, il y a une force de rappel qui est les faits, qui est la réalité de l'argent, de la formation, des mètres carrés disponibles, etc. Le deuxième aspect de ce rapport était de dire, mais finalement, si on se met sur une trajectoire, alors qu'on avait calé à 12%, moins ambitieuse que le 15%, comment est-ce qu'on arrive à créer tous ces emplois? Comment on arrive à créer toutes ces activités? D'où elles viennent? Une des limitations du rapport, c'est qu'on n'est pas rentré filière par filière. On n'a pas eu le temps de le faire, c'est faisable, mais on ne l'a pas fait. Mais là, si on s'est posé la question, comment on crée? Il faudrait créer 600 à 700 000 emplois industriels nets à l'horizon 2035 pour arriver à ce 12-13% de points de PIB dans notre économie, d'où il viendrait. Et l'une des deuxièmes conclusions importantes sur laquelle on est arrivé, c'est que nos innovations de rupture, nos nouvelles filières, l'hydrogène, les startups, c'est absolument indispensable, mais le potentiel de création, c'est à peu près un tiers de ça. Les 2 tiers des emplois que l'on peut créer par une réindustrialisation à l'horizon de 10 ans viendront de la consolidation, de la densification, de la modernisation, du développement du tissu industriel existant, et notamment des PMI et des ETI. Voilà la deuxième grande conclusion. Il y en a d'autres, mais voilà 2 grandes conclusions. Et pour résumer un peu ce qui s'est passé après, je remets mon rapport il y a à peu près 1 an.
donc fin avril 24. Il y a des dates de remise officielle, hein, c'est l'exercice conventionnel, protocolaire, qui sont fixées, et puis elles sont décalées, et puis après il y a la dissolution. Bref, et au milieu de l'été, il y a les 2 annexes qui sont publiées par l'administration, 2 des annexes qui sont publiées. Pour moi, ça a été un signe qu'en fait les 2 conclusions principales de ce rapport ne faisait pas très plaisir, et encore une fois, c'est légitime, hein, quand vous avez une parole ministérielle qui vous dit « on va vers 15% » et que vous avez quelqu'un qui vous dit « non, non, vous êtes gentil, mais c'est pas possible ». Et puis quand vous avez un discours politique d'assez longue date qui dit « on mise tout sur l'innovation de rupture », et puis vous avez un rapport qui vous dit « il faut le faire surtout, il faut faire de l'innovation de rupture ». Mais soyez bien conscients que ça fait qu'un tiers de notre potentiel de réindustrialisation. Les 2 tiers, elles se trouvent dans nos territoires, dans nos PMI, dans nos ETI. Il va falloir que vous rééquilibriez et votre discours politique, mais aussi les ressources que vous mettez. Ben, ça ne fait pas très plaisir. Et donc j'ai considéré que ce signal de 2 administrations différentes, hein, France Stratégie qui a publié une note sur les scénarios, vraiment la partie scénario pur, et puis la Direction générale du Trésor qui a publié une enquête que je lui avais demandé de regarder s'il existait des politiques de réindustrialisation dans le monde, parce que les politiques d'industrialisation récentes, on en a en Asie, hein, Corée du Sud ou Chine, mais de réindustrialisation, est-ce que ça existait? Ils ont publié ces 2 enquêtes, et donc j'ai considéré qu'ils n'avaient pas envie de publier le rapport. Et donc j'ai fait quelque chose qui m'était un crève-cœur pour moi. Enfin, je le dis, j'ai pas bien dormi quelques nuits de cet été-là, c'est que j'ai décidé de sortir le rapport sous forme d'un bouquin. Voilà, en considérant que cette réflexion, qui n'était pas que la mienne, hein, j'avais réuni autour de moi une 20aine de personnes, des sociologues, des philosophes, des chefs d'entreprise, des élus locaux. Hein. Ce n'est pas les conclusions que d'une personne. Et ben, ça valait le coup quand même de le verser au débat public. Et donc j'ai sorti ce bouquin en septembre de l'année dernière. Alors par contre, j'ai pris seul la responsabilité de le faire. J'ai demandé des avis de quelques personnes de la commission qui ont été unanimes, hein, à dire ça vaut le coup, ce qu'on a fait a une valeur. Encore une fois, on ne dit pas qu'on a raison, qu'on dit toute la vérité et qu'il n'y a pas d'autre vérité en dehors de cette réflexion-là, bien au contraire, mais ça a une valeur pour notre pays, et donc versons-le au débat public. Vous avez joué un petit peu un rôle quand même d'alerteur, de lanceur d'alerte sur la stratégie qui était évoquée, mais en même temps le livre aussi contient énormément de pistes et de solutions pour essayer justement de doper un peu cette stratégie industrielle. Ah oui, alors le message principal, hein, du livre, c'est essayer de se faire une trajectoire à 10 ans. Encore une fois, il y a encore du travail à faire. Hein. Sans révéler des secrets, je viens de refaire un petit déjeuner à Matignon. On m'a dit ce serait bien que tu fasses la déclinaison par filière maintenant, quand même. Petit signe des temps. Donc ça n'avait pas été fait. Mais quand même, il y a une trajectoire macro de réindustrialisation avec tout ce qu'il faut mobiliser. Est-ce qu'on a assez d'électricité décarbonée? Est-ce qu'on a assez de foncier industriel? Qu'est-ce qu'il faut faire sur les formations en termes quantitatifs? Est-ce qu'on a assez de budget pour financer les formations aux métiers industriels, etc., etc. Et puis, il y a toute la partie de recommandations de politique publique que nous faisons. Le codicile qui m'avait été donné en faisant cette partie-là était de dire Olivier, si tu nous dis qu'il faut baisser les impôts de production pour réindustrialiser, c'est très bien, tu peux le mettre, mais on le sait, on a nos arbitrages, on a nos contraintes. Le mettre dans un rapport, ça ne fera pas beaucoup bouger le débat. En revanche, si tu trouves des leviers qu'on n'utilise pas assez, sur lesquels on a des vraies marges de manœuvre, alors là, vraiment, n'hésite pas, mets-en des couches, insiste, parce que ça nous permettra peut-être d'augmenter un petit peu le spectre des politiques industrielles qu'on peut avoir. Tu veux qu'on en parle un petit peu de ces recommandations ? Quelques minutes, oui. Alors, le premier point de départ, je dirais, il est dans la ligne d'une des conclusions du rapport Draghi. Il dit à peu près cela, il dit on a un projet de société en Europe, en France ou en Europe, hein, autour d'un modèle social, d'ambition environnementale, et moi je rajoute même de commerce éthique. Et je vais juste illustrer ça parce que les 2 premiers sont assez bien connus, mais le deuxième, des fois, ça sonne pas tout à fait concret.
Quand on a décidé de ne plus acheter du gaz russe à 20 € le mégawattheure et d'acheter du gaz liquéfié à 40 € le mégawattheure, on n'a pas fait une décision de business. On a pris une décision en fonction de nos valeurs. Et même si on prend un peu de recul, c'était une décision qui était plus compliquée que ce qui n'y paraît, parce que le gaz que nous importons liquéfié est issu de gaz de schiste en partie américain. Et quelque part, l'Europe a fait un choix de valeur et même un arbitrage entre des valeurs, celle du droit international par rapport au fait qu'on ne souhaite pas faire de la fracturation pour donc une espèce de valeur environnementale. Voilà. Ça, c'est l'Europe. Ça, c'est notre projet de société. Et ces exigences-là impliquent des contraintes sur la production. Vous ne pouvez pas aller acheter du gaz russe à 20 € le mégawattheure aujourd'hui pour faire tourner vos usines. Il faut que vous passiez par un gaz qui est au moins à 40 € le mégawattheure. Il y en a plein d'autres, comme ça, sur toutes nos réglementations, notre coût de notre masse salariale, etc. Et si on fait la somme de tout ça, alors les cas sont très très divers. C'est pour ça qu'il n'y a pas de, il y a rarement quelqu'un qui ose donner un chiffre, et le chiffre que je vous donnais, je mets plein de réserves et tout ça. Si vous prenez des gens qui fabriquent par exemple des cartes électroniques, le fait de mettre des composants sur un PCB, moi me disent, je suis compétitif avec des Chinois parce que c'est super automatisé et donc j'arrive à peu près sur les grandes séries à être à 1% du coût du Chinois. D'ailleurs, je suis compétitif. Si vous fabriquez un jean en France, par rapport au Bangladesh ou au Pakistan, là c'est plusieurs centaines de pourcents supplémentaires que vous êtes. Mais si on essaye de faire un peu la moyenne, il n'existe pas d'études là-dessus, on peut considérer que notre projet de société, notre modèle social, nos ambitions environnementales, nos valeurs que nous voulons mettre dans le business, pour le secteur manufacturier, engendrent en moyenne des coûts de 20 à 25% supérieurs. Et par rapport à ça, quand vous avez une politique que de compétitivité en Europe, c'est-à-dire tout ce qu'on veut faire pour faire tourner notre projet de société, on peut certainement le faire avec des textes plus simples, en étant plus efficace. Ça s'appelle la compétitivité. Mais il y a un plancher en dessous duquel, si on veut être vraiment compétitif avec des États-Unis qui ont une énergie 5 fois moins chère que nous, ou une Asie qui a une masse salariale 5 fois moins chère que nous, on va taper dans nos valeurs et dans notre modèle social. La compétitivité seule en Europe, c'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Il faudra aussi, à un moment donné, qu'on mette en place une politique commerciale. Draghi l'appelle défensive, parce que c'est un banquier central, avec des mots très polissés. Je pense moi, j'utilise le mot protective, je ne veux pas aller jusqu'au protectionniste. L'idée n'est pas de fermer nos frontières, mais de faire en sorte que les producteurs en Europe qui ont des contraintes liées à nos valeurs, à la façon dont on veut fonctionner, qui engendre des coûts, soit en concurrence loyale avec d'autres qui ne les ont pas, qui sont à l'extérieur et qui importent. Ça paraît un principe de base, mais aujourd'hui, la règle, c'est la concurrence ouverte, ce n'est pas la concurrence loyale. Donc ça, c'était le premier point, mais il est indispensable. Et l'Europe, qui reste une puissance industrielle, là aussi, je me permets d'insister là-dessus, parce que j'ai été conseiller d'un président de la République, il y en a d'autres maintenant, mais ils lui font dire des fois des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. L'Europe n'a pas besoin de se réindustrialiser. L'Europe est une puissance industrielle. L'Europe a une balance commerciale en biens manufacturés qui est structurellement positive et très correctement positive. La France, elle, en revanche, c'est des industriels, elle a une balance commerciale en biens manufacturés qui est abyssale. Et donc, si on veut maintenir la puissance industrielle européenne ou si on veut imaginer faire la réindustrialisation de la France, il faudra à un moment donné avoir une politique commerciale qui nous mette en situation de concurrence loyale. C'est indispensable. Encore une fois, garder cette échelle de grandeur. Il y a des biens sur lesquels on est compétitif, il y a des biens sur lesquels on est totalement non compétitif, mais en moyenne, on a 20 à 25% de structure de coût d'écart dans les biens manufacturés. 20 à 25%, vous ne passez pas dans une concurrence ouverte. Vous ne passez pas. Ça, c'est pour la partie internationale. Et le deuxième élément, c'était de dire, puisque la France est très singulière en Europe, encore une fois, on est l'un des pays qui s'est les plus désindustrialisés dans l'Occident. Il y en a 3 comme nous, enfin on est 3, le club des 3. Il y a les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. On est tous les 3 autour de 10% d'industrie manufacturière dans notre création de richesse, avec une équation d'entrée dans la mondialisation qui a été très différente de celle de l'Italie ou de l'Allemagne, pour prendre des comparatifs proches de nous. L'Allemagne est rentrée dans la mondialisation dans les années 90 en disant
La chute du mur de Berlin, l'OMC, c'est des opportunités, des nouveaux marchés pour exporter. Et globalement, la France, c'est un peu caricatural ce que je vous dis, mais c'est dit, cette ouverture me permet d'aller chercher des biens à bas coût et donc d'aller délocaliser mon activité, mes équipementiers, mes fournisseurs de composants. Et cette divergence, si vous la regardez dans les chiffres, elle est très, très caractéristique dans la décennie que j'appelle funeste, 2000-2010, qu'on connaît tous par l'expression de Serge Turuc, au tout début des années 2000, je veux des groupes industriels sans usine, fablesse. Et à ce moment-là, on s'est terriblement désindustrialisé. Donc la France est singulière à ce point-là en Europe. Encore une fois, il ne faut pas imaginer que les programmes industriels européens répondront à notre enjeu de désindustrialisation parce que l'Europe ne s'est pas désindustrialisée. L'Europe industrielle, elle a des enjeux de digitalisation, de pivot environnemental, de décarbonation. Elle a sans doute des enjeux de souveraineté et de sécurité d'approvisionnement, et ça, les entreprises industrielles françaises les partagent, il n'y a pas de doute. En revanche, nous avons un enjeu qui est de consolider, densifier, développer notre tissu industriel, qui n'est pas un enjeu allemand, qui n'est certainement pas un enjeu non plus italien. Ce n'est pas une prérogative des pays du Nord d'avoir une belle industrie, puisque l'Italie est à 17-18% d'industrie dans son PIB, et c'est la moyenne entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. Je pense que l'Italie du Nord est, en termes de densité industrielle, même supérieure à l'Allemagne, en moyenne. Voilà. Donc on a une spécificité française, et la deuxième partie, c'était de dire comment est-ce qu'on peut essayer de combler cette spécificité française. Ce qui m'a marqué, on verra les conclusions de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale aujourd'hui, mais ce qui m'a marqué, c'est qu'on peut assez facilement identifier les freins à notre réindustrialisation. On sait lesquels, ce sur quoi, les leviers sur lesquels on peut travailler, et que pour chacun d'entre eux, à peu près tous, il y a des solutions simples à mettre en œuvre et qui sont accessibles, même avec la situation budgétaire qui est celle de la France, et même avec la situation politique, c'est-à-dire une absence de majorité claire au Parlement. Alors, on ne va pas faire la démonstration sur tous, mais il y en a peut-être quelques-uns qui t'intéressent en particulier. Tout à fait. Quand on a préparé, on se posait la question en effet de quel était le potentiel, en tout cas, pour réactiver un potentiel de réindustrialisation, y compris dans les entreprises, et en particulier dans les PME, les PMI, les ETI, puisque c'est aussi une des spécificités du modèle, en tout cas aussi régional. C'est-à-dire que nous, on a majoritairement des PME et des ETI. Donc pour elles, si on part en effet de leur prisme, comment on peut les aider dans ce contexte européen? Et on s'est dit qu'on pourrait traiter en effet peut-être 4 axes assez forts, à la fois sur le financement bien sûr, sur la dimension énergétique, sur le foncier, et puis aussi sur un point spécifique qu'on a envie de traiter. Moi, j'ai oublié de préciser dans la biographie tout à l'heure que ça avait un lien fort aussi avec le Conseil national des achats, mais comment aussi la commande publique, les achats interentreprises également peuvent être un levier aussi de réindustrialisation. Alors, je vais essayer de faire synthétique, mais pour vous donner quelques éléments de la réflexion. Sur le financement, ok. Alors, aujourd'hui, moi, j'accompagne un certain nombre d'ETI, je pense notamment à une qui est lyonnaise, qui veut aujourd'hui faire de la consolidation de PMI. Elle a pour ça besoin de trouver des fonds. Et aujourd'hui, même pour des PMI de la défense, dans la situation là d'aujourd'hui, elle a essayé de lever des fonds en fonds propres, elle n'y arrive pas. Alors qu'elle a un bon track record et que le projet, honnêtement, de consolider des PMI de la défense aujourd'hui semble faire du sens. Pourquoi je vous fais cette petite parenthèse d'actualité? Parce que quand je dis on a une difficulté à financer les projets industriels en France, la réponse habituelle du monde financier, c'est non, Olivier, les bons projets trouvent toujours un financement. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un bon projet dans l'industrie? Si un bon projet, c'est 15% de retour sur investissement avec un multiple de 3 en 3-4 ans, qui sont à peu près les normes du numérique, vous oubliez. Ou vous êtes tombé sur des cas, des pépites rares de l'industrie, ça existe, mais ce n'est pas la majorité des cas. Et donc on est en face de beaucoup de projets qui sont rentables, mais sur des périodes longues, qui ont une vraie rentabilité, mais sur une période plus longue. Or en France, on a très peu de fonds evergreen. La plupart des fonds qu'on a, ils sont 5-7 ans.
Vous levez de l'argent, vous mettez 12 ou 18 mois à instruire les dossiers sur lesquels vous investissez, vous les pilotez comme un actionnaire de référence pendant 2-3 ans, et après, vous focalisez toute votre attention sur la sortie. Vous avez été un actionnaire stratégique pendant 3 ans. C'est vachement trop court pour une boîte industrielle pour faire sa transformation. Donc, la question du financement. On s'est posé la question, et ça fait partie de l'étude qu'on a faite, de combien de milliards d'euros on a besoin à investir, je dis bien investir, pas subventionner, hein, investir dans l'outil produit. C'est 12-13 points de PIB à l'horizon 2035. La réponse, c'est 200 milliards d'euros. Alors, ce n'est pas 200 milliards d'euros par an, hein, c'est la somme totale, de l'ordre de 20 milliards d'euros par an. Ce n'est pas très étonnant. En France, on investit entre 80 et 90 milliards, à peu près autour de 10%. Si vous voulez la faire monter de 20%, vous investissez 20% de plus. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on a fait le calcul, rassurez-vous. Le modèle est beaucoup plus sophistiqué, mais les ordres de grandeur tombent bien. 200 milliards d'euros, c'est 2 à 3% de l'épargne financière que nous avons, nous les Français. Nous avons 6 600 milliards d'euros financières, à côté desquels on a 7 milliards d'euros d'épargne immobilière, beaucoup moins liquide. Ça fait 15 ans qu'on a déclaré qu'on voulait faire la réindustrialisation, depuis 2009, États généraux de l'industrie, sous Sarkozy. Puis après, François Hollande, les plans Montebourg, la nouvelle France industrielle, et après Macron, les start-up industrielles, France Relance, France 2030, la loi Industrie verte. Pendant 15 ans, nous n'avons collectivement pas été capables de flécher 2 à 3% de notre épargne pour investir dans notre outil productif. C'est quand même assez choquant. Juste une petite parenthèse, ce montant, même c'est un peu au-dessus, c'est plutôt autour de 250 milliards d'euros, c'est ce que nous détenons, nous Français, de dette américaine. C'est-à-dire qu'on préfère quelque part financer l'Inflation Reduction Act que les PMI et les ETI en France. Sur ce sujet-là, il y a eu 3 tentatives de très très haut niveau à faire des livrets épargne. Nicolas Sarkozy, Jean-Marc Ayrault et Michel Barnier récemment ont déclaré vouloir créer des livrets pour collecter l'épargne des Français et permettre de financer notre outil productif et son développement. Ça s'est fini dans le marigot 3 fois de suite. Là, je vais vous donner une conviction personnelle, ce n'est pas une démonstration, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait émerger des faits, mais je suis à peu près convaincu que notre système national banque-assurance, qui a de superbes fleurons mondiaux dont nous pouvons très légitimement être fiers, n'a absolument pas envie de gérer ce risque. Ils sont très très forts pour collecter notre épargne, pas de problème, capillarité, vous allez à l'agence du coin, il n'y a pas de souci. Ils vont vous proposer plein de produits, machin truc bidule monde, machin truc bidule vert, etc. Mais par contre, vous n'aurez aucun livret développant des PMI et des ETI de ma région. Ils n'ont pas envie de faire ça. Et ça fait 15 ans en fait que cet échec, encore une fois, 3 paroles de niveau Premier ministre ou présidentiel, ça fait 15 ans qu'on bute là-dessus. Et plutôt qu'essayer de faire une face nord qu'on n'arrive pas à faire, la proposition qu'on a mise, c'est contournons-la. On peut monter des fonds régionaux, collectant de l'épargne des ménages. Alors il y a quelques exemples. Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Hauts-de-France, où on a commencé l'exercice. Ce n'est pas un exercice facile, parce que ce n'est pas un exercice auquel les conseils régionaux sont habitués. Il y a 2 difficultés. Un, c'est de faire en sorte que le produit soit présent dans les agences. Quand monsieur et madame tout le monde va dire « j'ai envie de mettre 10 000 euros de mes étrennes, ou 3 000 euros, ou 500 euros de mes étrennes de mes enfants pour développer le tissu économique de mon territoire », qu'il y ait en face un produit qui soit distribué. Des fois, ils existent, mais ils ne sont pas distribués, ils ne sont pas commercialisés. Ça, c'est la première difficulté. Et puis la deuxième, qui est un retour d'expérience, c'est que ce sont des fonds qui sont gérés par le privé. Moi, quand j'étais au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, j'ai eu à gérer ce que j'appelle le fonds de cuve d'une SDR. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent. C'était des sociétés de développement. Les régions, à l'époque, prenaient des participations directement dans les entreprises. La gestion n'était pas tout à fait au niveau. Et donc, il y a eu pas mal de casses. Donc, je ne recommande pas de recommencer. Par contre, passer par des fonds gérés par des sociétés privées, oui. Mais écrire la thèse d'investissement dans laquelle vous dites à un fonds qui a l'habitude de faire que du financier pur,
qu'il faut qu'il compose avec un intérêt général de développer un tissu peut-être avec une rentabilité plus longue, plus faible, etc., c'est quand même un exercice sur lequel on n'est pas encore au point. C'est une des difficultés qui est rencontrée dans l'une des régions, mais encore une fois, c'est une difficulté que je trouve technique. On va y arriver, on va apprendre à travailler ensemble. Voilà un des éléments qui est devant nous, mais encore une fois, ce n'est pas un problème de ressources. Flécher 2 à 3% de notre épargne collective pour refaire un tissu industriel, et encore une fois, ce n'est pas de la taxation, hein, c'est de l'investissement qui est supposé rapporter, et on peut même mutualiser le risque, et ce sera mieux que le livret A, aux investisseurs, aux ménages qui vont mettre un petit peu d'argent. Voilà un élément qu'on n'a pas réussi à monter. On pourra en reparler tout à l'heure, il y aura peut-être des questions aussi sur cette thématique tout à l'heure. Sur la question de l'énergie aussi, sur finalement le coût de la décarbonation pour les PMI ETI. Alors là, j'ai pris une position qui est un peu inhabituelle pour moi parce que mon parcours fait, tu as peut-être mentionné que j'étais passé à la Commission européenne au tout début de ma carrière, que je suis très personnellement, je dirais, et intellectuellement très impliqué dans les questions européennes. Et là, je prends une position qui est de dire il faut arrêter les bêtises. On a un marché de l'électricité en Europe qui fait que vous fabriquiez une électricité décarbonée ou pas décarbonée, que vous la fassiez localement ou pas localement, elle est vendue à peu près au même prix sur le marché européen. Et elle est vendue à quel prix? 60 à 70% du temps, c'est le prix de la capacité dite marginale, c'est-à-dire la dernière qui se met en route, et donc c'est du prix de l'électricité fait à base de gaz importé. Ce qui nous donne un marché d'électricité avec un prix de l'électricité qui est très élevé. Voilà. Draghi dit on a une électricité qui est 2,5 fois plus chère qu'aux États-Unis. Structurellement, hein. Et quand vous voyez les courbes des gens qui font des projections à 2030-2040, cet écart ne se réduit pas. Et là, on a un vrai souci. Comment voulez-vous réindustrialiser? Comment voulez-vous décarboner, électrifier et donc décarboner avec une énergie qui est 2 à 3 fois plus chère que vos concurrents directs avec lesquels, alors on va voir les droits de douane demain, mais avec lesquels les droits de douane étaient quasiment inexistants jusqu'à présent, donc en concurrence ouverte. Et la recommandation que je fais, c'est de dire il faut là qu'on sorte du marché européen de l'électricité si on veut réindustrialiser une partie de la production électronucléaire, 15 à 20% de notre production électronucléaire, à peu près 60 TWh, pour la mettre à disposition des industriels à un prix préférentiel. Un prix coûtant, on va dire, ou coût plus une petite marge pour EDF, c'est-à-dire en moyenne autour de 40 € le mégawattheure. Voilà. Alors, ce n'est pas évident, ça a 2 obstacles majeurs. Un, c'est contre le marché européen. Donc, si vous dites ça, vous avez la Commission européenne et notamment les Allemands qui vont dire « ouais, mais c'est une aide d'État, vous n'avez pas le droit ». Je crois qu'il faut l'assumer jusqu'au bout. On est dans une situation de faiblesse, de vulnérabilité. On l'a vu au moment du Covid. On l'a vu aussi pendant les Gilets jaunes. Moi, je me permets d'insister là-dessus. Notre désindustrialisation a paupérisé toute une série de territoires qui se sont légitimement posé la question depuis quelques années, et ça a explosé pendant les Gilets jaunes. Quelle est la place de mon territoire dans l'économie nationale ? Et derrière cette question, il y a quelle est la place de mon territoire dans le récit de la nation tout court. Et c'est devenu pas un sujet que économique de territoires qui ont perdu des usines, qui ont dérivé socialement, économiquement, socialement. Ça devient un vrai sujet, et légitime, encore une fois, pour ses habitants, politique de cohésion territoriale. C'est notre situation en France, c'est notre vulnérabilité. Si on veut être un partenaire fiable pour nos autres amis européens, il va falloir qu'on soit capable de refaire cette cohésion territoriale. Sinon, ça nous met dans une situation de vulnérabilité très forte. On peut le refaire en redéveloppant l'industrie dans ces territoires, mais on doit y mettre les moyens, et notamment de l'électricité pas chère. La deuxième difficulté qu'il y a eu, vous l'avez peut-être suivi dans les journaux, c'est que ce n'était absolument pas la politique commerciale de Luc Rémont, qui souhaitait gérer EDF comme une entreprise comme les autres. J'ai beaucoup d'admiration pour Luc, que je connais personnellement, mais là, je ne partage pas. Je ne partage pas, et notamment, il y a quelque chose de très fort, très symbolique qui s'est passé. Quand on veut vendre de l'électricité nucléaire aux enchères
c'est qu'on veut maximiser le prix, c'est pour ça qu'on fait des enchères. Mais le signal donné politique est absolument terrible. Vous allez vendre un mégawattheure nucléaire exactement au même prix à des entreprises françaises, italiennes ou allemandes, et le prix maximisé. Mais comment vous pouvez expliquer aux Français que nous prenons la responsabilité du cycle nucléaire, de La Hague, de Bure ou de Marcoule, sans en retirer un bénéfice? Mais c'est juste politiquement intenable comme politique commerciale. C'était intenable. Voilà, donc là-dessus, la deuxième recommandation, et encore une fois, le coût de cette proposition, c'est 2 milliards d'euros pour EDF. EDF a fait 20 milliards d'euros d'EBITDA l'année dernière. Ça ne remet pas, la proposition que je fais de sortir 60 TWh du marché européen pour la mettre à disposition à 40 € des industriels qui réindustrialisent, qui s'électrifient, qui décarbonent, ces 2 milliards d'euros, ça ne remet pas en cause la trajectoire d'investissement dans les nouveaux réacteurs. Voilà un autre élément de proposition qu'on a lancé. De l'énergie, on en a profité évidemment pour faire découvrir à Olivier Lancy aussi des actions qui se mènent entre ETI, notamment on en parlait ce matin tout à l'heure avec le club des ETI sur le PPA, l'achat groupé d'électricité. Donc il y a aussi des réponses locales intéressantes aussi. Peut-être sur le sujet du foncier, vous vouliez faire un point spécifique aussi. Tu veux pas que je parle d'abord du Made in France et après on fait le foncier? Ah bah ça me va bien parce que la connexion avec la décarbonation est aussi c'est forte. Vrai. Juste un petit point sur le Made in France. Autre élément aussi les industriels produisent pour vendre. Encore une fois, on ne produit pas pour produire, on produit pour vendre. Et ce qui est clé pour réindustrialiser, c'est d'avoir un marché en face, naturellement. Et quelque chose qui nous a marqué dans cette étude, c'est l'aspect de la commande publique. Nous avons une commande publique en France qui est moins patriotique que nous dans la salle. C'est-à-dire qu'en pourcentage de biens manufacturés Made in France, le pourcentage de biens manufacturés dans la commande publique Made in France est plus faible que celui des ménages français. Et encore, quand je dis dans la salle, je suis très généreux dans l'analyse parce que je vais supposer que vous avez un bon pouvoir d'achat et la référence, c'est la moyenne des Français, y compris les ménages pour lesquels la fin du mois commence le 20 du mois et qui, pour les cadeaux des enfants, ne vont pas chercher des jouets en bois dans du Jura parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Voilà, ça, c'est notre commande publique. Alors, on me dit toujours « Ah, c'est les directives européennes ». Ah, mais alors, expliquez-moi comment font les Allemands ou les Italiens. Parce que, jusqu'à nouvel ordre, ils sont dans l'Union européenne et ils respectent les règles. Si les pratiques d'achat public allemandes étaient plaquées sur la France, nous proposerions aux entreprises manufacturières françaises 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires. 15 milliards d'euros. Ce n'est pas négligeable par la période que nous vivons. Et simplement parce qu'on s'est autocontreint. Ce n'est pas une question de texte. Il y a un petit texte franco-français à changer qui bloque l'évolution des comportements, qui est sur une responsabilité pénale élargie. Mais il ne faut même pas changer les textes européens sur le sujet. C'est la question du management de notre commande publique, des acheteurs publics. Les former, leur donner de l'ingénierie technique à côté, c'est possible, c'est à notre portée. Ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Ce n'est pas une circulaire qui va faire ça. C'est un programme de changement d'une communauté qui s'appelle les acheteurs publics, qui est très preneuse de le faire, mais qui ne sont pas soutenus, qui ne sont pas légitimes, qui ne sont pas formés, parce qu'il y a des risques pour eux pénaux si jamais ils enfreignent les règles. Voilà, c'est un programme en 2 ans, 2-3 ans. Si on prend ça en main véritablement, on est capable de dégager 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire sur la commande publique, ce qui est quand même assez vertueux et peut-être même exemplaire. C'est quand même notre argent des impôts derrière pour développer nos PMI. Voilà un autre exemple de levier qu'on a utilisé que dans le discours politique, mais pas dans la mise en œuvre, ce qui est assez pour moi marquant et même un peu choquant après 15 ans de volonté de réindustrialisation, affirmée, je pense, de manière sincère par 3 présidents de la République. Alors pour appuyer sur cette dynamique, notamment sur celle de la commande publique et des acheteurs publics, j'en profite parce que les gens dans la salle ne le savent peut-être pas, qu'il y a des dynamiques ici aussi en Nouvelle-Aquitaine qui sont importantes, qui sont soutenues par l'ADEME et par la région Nouvelle-Aquitaine. Et je pense notamment à une association qui s'appelle 3AR, qui est une association sur les achats publics responsables et qui fait cet accompagnement
des collectivités qui ont des enjeux autour de la définition de leur espace vert, notamment, de leur schéma justement d'achat responsable, pour aller plus loin dans cet enjeu à la fois de décarbonation, mais aussi d'achat plus responsable environnementalement et socialement, qui les accompagne là-dessus. Et ça va aussi questionner finalement la décarbonation, j'allais dire, de cette commande publique, mais ça va aussi questionner, là c'est moins l'action peut-être de 3AR qu'une action qu'on essaye aussi de mettre en œuvre en Nouvelle-Aquitaine à travers un collectif, sur l'achat aussi interentreprise et sur la façon dont dans des chaînes de valeur régionales ou qui ne sont pas encore suffisamment régionales peut-être, on arrive à pousser aussi cet achat-là qui va forcément questionner la question de la décarbonation du scope 3 des entreprises et notamment des plus grandes. Ouais. Alors j'en profite pour dire, sur l'achat public Made in France ou plutôt local, les collectivités locales sont beaucoup plus vertueuses que l'État. Mais pour une raison simple que vous allez comprendre, hein, je vais prendre un exemple que vous avez peut-être vu dans la presse, qui n'est pas de cette région comme ça. Mais quand la métropole lyonnaise a acheté des doudounes pour ses employés et qu'elles étaient faites made in je ne sais pas où, alors qu'il y avait un producteur de doudounes, vous comprenez bien que les habitants, les salariés de cette entreprise ont levé le doigt, les médias ont repris ça, et la boucle de rétroaction entre le politique et l'économique dans les collectivités locales est beaucoup plus courte. Et ça marche. Et c'est bien, et c'est vertueux pour notre démocratie. Cette boucle-là au niveau de l'État, un acheteur public de l'État qui ne prend pas une boîte française, maintenant on commence à avoir quelques scandales de temps en temps, ou quelques papiers dans les médias, mais ça ne va jamais impacter, je dirais, sa chaîne de gouvernance directement. Il y aura 25 étages, il y aura plein de gens qui diront que c'était impossible, qu'on a suivi le texte, etc. Donc voilà aussi un élément. Et tu as parlé des achats interentreprises. Je me suis focalisé sur la commande publique parce que c'est la plus marquante. Hein. C'est quelque part du bon usage de l'argent de nos impôts dont on parle et une forme de vertu et d'exemplarité qu'on est assez légitime à demander s'agissant de nos impôts, d'argent public. Il y a une réglementation, alors qu'elle est avec la loi AGEC et justement auprès des collectivités notamment, enfin les établissements publics, alors que sur interentreprises... Voilà. Mais il y a le même potentiel sur l'interentreprise. Et puis aussi, je voudrais mentionner une autre chose dont on parle souvent dans les médias, hein, c'est votre pouvoir par votre carte de crédit. Hein. Si les Français qui appartiennent aux 3 premiers déciles en termes de pouvoir d'achat, je pense que tout le monde dans la salle appartient à ces déciles-là, on dépensait l'équivalent du prix d'un café par jour en plus pour faire de la substitution made in ailleurs versus made in France. Nous générons collectivement 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour des PMI françaises. Les petits ruisseaux qui font des grandes rivières, c'est absolument dingue. Alors on a le cas symbolique, etc. J'aime bien utiliser ce chiffre pour montrer que la petite action que nous pouvons faire tous les jours, si on est très nombreux, et encore une fois, je ne parle pas de ces Français pour qui la fin du mois, enfin je ne veux pas mettre la réindustrialisation par rapport à le problème de la fin du mois. Il y a d'autres sujets dans notre pays qui sont parfaitement légitimes et qu'il faut bien prendre en compte, mais je me focalise que sur les 30% des ménages français qui ont le meilleur pouvoir d'achat. Si nous faisions cet acte de substitution pour l'équivalent de quelques euros tous les jours, nous générons collectivement 15 milliards d'euros supplémentaires. Vous additionnez 15 milliards d'euros de commandes publiques, 15 milliards d'euros de l'interentreprise qu'on a chiffré avec des acteurs plus difficiles, mais l'estimation leur semble tout à fait réaliste, 15 milliards d'euros des consommateurs, vous arrivez à 45 milliards d'euros, c'est la moitié de notre déficit commercial. C'est la moitié de notre déficit commercial dans les pires années. Voilà la puissance de l'achat Made in France qu'on n'a jamais véritablement complètement activé. On n'a pas dit, vous êtes aussi actif, et notamment avec Origine France Garantie et Gilata sur un certain nombre de ces sujets sur le Made in France. Moi j'en profite aussi, vous l'avez vu, le petit logo peut-être en bas là, Néo Business, j'en profite pour faire la pub, j'ai évoqué. Néo Business, c'est un salon inversé des achats responsables, tant des acheteurs privés que des acteurs publics. C'est aussi un exemple d'une action qui est soutenue par la région, par l'ADEME, par le Club des ETI, par le Conseil national des achats ici, pour qu'on essaye aussi d'activer ce levier extrêmement concret sur les achats en région pour essayer de contribuer aux 45 milliards dont vous venez de parler,
et qui font très envie. Peut-être je vois que le temps file, sur le foncier, vous vouliez évoquer aussi un point sur le foncier. Oui. Alors, le foncier, pour moi, c'est un sujet qui est local. Je fais juste une petite parenthèse avant de rentrer sur le sujet. On a des politiques industrielles en France, et j'y ai participé en étant à l'Élysée, qui sont très inspirées des politiques gaulo-pompidoliennes. On aime bien les grands programmes. Je vais illustrer ça par un exemple concret. Le lieu d'échange entre l'État et la famille de l'industrie, c'est le Conseil national de l'industrie. Il est essentiellement structuré en 19 filières dites stratégiques. 18 des 19 filières sont présidées par des grands groupes. C'est le modèle qui a été voulu par Pompidou, et il avait raison. Ça a fait des fleurons, ça nous a permis de nous projeter dans l'internationalisation des échanges, etc. Sauf qu'aujourd'hui, le monde a changé. Et un élément qui est clé, qu'on a mis en évidence dans Territoire d'industrie en 2019, c'est que 40% des facteurs de succès mesurés en création d'emplois d'un site industriel sont liés au territoire, à la dimension locale dans laquelle ce site est ancré. Alors, qu'est-ce que ça peut être, juste pour le donner un petit peu, pour donner un peu de viande sur l'os, c'est la formation, c'est le foncier, c'est l'acceptabilité des citoyens qui sont autour, c'est des bonnes relations avec les élus qui permettent d'accélérer un certain nombre de procédures et de ne pas être dans une incompréhension mutuelle qui de temps en temps plante des dossiers, etc. Voilà. Ça fait 40% du succès d'un site industriel. C'est quelque chose impensé des politiques industrielles depuis 10 ou 15 ans. Depuis Territoire d'industrie, jusqu'à Territoire d'industrie, ce n'était pas dans le champ de la réflexion de la politique industrielle française. Et j'en prends ma part pour y avoir contribué entre 2012 et 2014. Je n'avais pas vu cette dimension-là, je l'ai découvert a posteriori. Et donc sur le foncier, par exemple, même chose, on a fait le même exercice. On veut réindustrialiser la France. On va se donner un objectif ambitieux mais raisonnable, plus 600 à 700 000 emplois industriels en 2035. 12 ou 13 points de PIB, une balance commerciale équilibrée. Il faut combien d'hectares? Réponse, entre 25 000 et 30 000. On a pris une hypothèse de compacification des sites industriels raisonnable. On n'a pas maximisé. C'est-à-dire, même en 2035, on n'aura pas des usines aussi denses qu'au Japon, qui est un problème foncier évident par sa géographie. Mais elles seront quand même plus denses que celles qu'elles sont aujourd'hui. On a besoin de 25 à 30 000 hectares. La thèse que moi je défends, c'est que c'est compatible avec le principe du zéro artificialisation nette. Vous faites un tiers en friche, un tiers en densification industrielle sur des terrains privés qui le peuvent, et un tiers où il y aura de l'artificialisation avec compensation. C'est compatible avec le principe, mais pas avec la loi qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui demandent que l'industrie sorte du principe du zéro artificialisation nette. Là-dessus, je me démarque parce que je ne suis pas pour. Je pense que c'est casse-gueule. Si on fait ce qui est aujourd'hui inscrit dans le projet de la PPL Trace du Sénat, qui dit l'industrie sort pendant 10 ans de toute contrainte de sobriété foncière. Je le fais un peu court, mais c'est ça. À un moment donné, on va avoir un accident, on va avoir un site industriel qui va s'installer quelque part où il y avait un vrai nid de biodiversité, et on va avoir une crise légitime sur un cas particulier. Et le balancier, aujourd'hui trop contraint, demain trop décontraint, on va repartir dans l'autre sens. Essayons de composer avec différentes vérités de notre pays. Il y a une vérité sur la rareté des ressources, sur la perte de biodiversité, il y a une vérité sur la nécessité de créer des emplois, de créer de la richesse. Essayons de composer avec, et au lieu de faire un balancier où on surcontraint avec une ZAN qui est tout à fait aveugle à la diversité des territoires, et puis on repartirait de l'autre côté pour 10 ans d'exemption, essayons de trouver un point juste, surtout encore une fois qu'on parle de pas grand-chose pour l'industrie. L'artificialisation liée à l'activité économique, historiquement, c'est 4 à 5% de l'artificialisation qu'on a faite en France. On doit quand même être capable de le gérer de manière responsable entre industriels et communautés qui ont une sensibilité particulière et légitime, encore une fois, sur ce sujet. C'est possible, mais pour ça, il faut s'appuyer sur les territoires. Il y a des territoires avec du foncier et pas de projet, il y a des territoires avec des projets et pas de foncier, et dans la ZAN, on les a tous mis dans le même sac avec la même règle. Ça ne marche pas, merci, c'est une évidence, simplement il faut sortir d'un certain nombre de bureaux parisiens pour se balader sur le terrain, pour juste le voir, ça ne prend pas longtemps, mais ce n'est pas fait.
Voilà un des exemples que nous proposons dans ce texte-là. Merci beaucoup Olivier. Le temps file. Pour rester sur le sujet environnemental, notamment, même si évidemment on pourra le dire, il est forcément et intimement lié évidemment aux questions de social et de cohésion territoriale notamment, sur la trajectoire verte, pour avoir aussi votre ressenti un petit peu sur la façon, dans un contexte où, on l'a vu, révision peut-être via les paquets omnibus sur les directives européennes, dans un contexte international qui n'aide pas, de backlash un peu écologique, et on parle d'une trajectoire verte. Comment vous sentez-vous le niveau d'engagement global des entreprises et des entreprises industrielles notamment sur ce sujet? On est dans un contexte où on a la région de Nouvelle-Aquitaine avec nous, il y a des sujets sur les éco-socio-conditionnalités du soutien justement dans les politiques publiques qui arrivent. On a en effet des enjeux de réglementation pour les entreprises qui sont les plus importantes pour l'instant, mais ça a un impact sur les entreprises qui sont dans la chaîne de valeur, qui sont leurs fournisseurs, et ça ruisselle là-dessus. Mais on avance quand même peut-être encore doucement en termes de réflexion sur la redirection d'un certain nombre de modèles. Je pense par exemple à l'économie circulaire, qui pour l'instant est encore relativement, timide dans la façon dont elle pénètre dans les entreprises, alors qu'on sait quel impact ça pourrait avoir en termes d'environnement. Vous avez encore 1 heure? Parce que vu les questions qu'il a posées là... Non, on a 10 minutes. Ok. Alors, d'abord, le premier point, c'est est-ce que nous pouvons atteindre nos objectifs ou nos ambitions environnementales en étant plus efficaces, c'est-à-dire faire de la simplification et de la compétitivité? La réponse est oui, évidemment. Donc là-dessus, je le fais rapidement parce que pour pas que vous interprétiez mal ce que je vais dire après par rapport à ceux qui considèrent que ça bloque tellement leur compétitivité qu'on ne peut plus développer de l'industrie dans ce cadre-là. Donc oui, et puis globalement, c'est notre projet de société, ces ambitions environnementales en Europe. On a un modèle social, on a des ambitions environnementales. On n'est plus nous-mêmes, on n'est plus européens, je pense, si on les abandonnait. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on rend cela compatible avec le maintien de la puissance industrielle en Europe et la réindustrialisation en France? C'est ça. Comment on compose avec ces différentes réalités? Je vais décaler le point de vue sur la trajectoire, par exemple, de décarbonation. Je suis absolument convaincu que nous ne pouvons pas réindustrialiser en sortant d'une telle trajectoire. Alors, le premier argument, ça va être le climat, le dérèglement climatique, les tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère. Je vais vous prendre un autre point de vue, délibérément, qui est un point de vue, je dirais, un peu politique. Si on veut faire notre réindustrialisation, qui est une nécessité pour notre pays, à la fois pour notre souveraineté, notre cohésion territoriale, et ça, je pense qu'on l'a vécu, les gilets jaunes, le Covid, okay, il va nous falloir 15 ou 20 ans. Il va nous falloir 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas en un mandat présidentiel qu'on va y arriver. C'est une des conclusions de l'étude qu'on a faite. C'est-à-dire qu'on ne rejoindra même pas la moyenne européenne en 10 ans, même si on s'y met aujourd'hui. Il va falloir du temps. Ça veut dire que pour réussir ça, et encore une fois, c'est une nécessité pour notre souveraineté, pour notre cohésion territoriale, pour faire en sorte que notre pays soit suffisamment fort, qu'il y ait moins de tensions entre Paris et les territoires pour être capable de faire des décisions communes par rapport à des défis fantastiques qui sont devant nous. Pour faire cette trajectoire-là, on va devoir avoir un effort à faire pendant toute cette durée-là. Et donc, on a besoin d'un consensus en France pour réindustrialiser. Et aujourd'hui, on l'a. Depuis 2022, même le parti des Verts, alors il y a une industrie verte, il y a d'autres partis, ce sera plus une industrie bleu-blanc-rouge, enfin chacun aura sa nuance, mais tous les partis politiques depuis 2022 sont consensuels sur le fait qu'il faut réindustrialiser le pays. Alors, en cela, ils ne sont pas très originaux parce qu'ils suivent les Français, c'est leur boulot. 80 à 90% des Français soutiennent la réindustrialisation. Le taux descend de 10% quand on dit que l'usine va arriver dans leur commune. Je ne sais pas à combien il descend quand c'est au bout du jardin, c'est une autre question que je n'aborderai pas ici, mais qui est réelle. Voilà. Donc, ça, c'est l'actif le plus précieux pour réindustrialiser notre pays. Et encore une fois, on ne réindustrialise pas pour réindustrialiser, pour planter des usines. On réindustrialise pour retrouver une souveraineté, c'est-à-dire la maîtrise de notre destin, et retrouver une cohésion territoriale, c'est-à-dire d'être en mesure de faire face au futur en tant que communauté nationale ou communauté européenne, comme vous le voulez. Voilà. Et ce consensus-là, il est précieux. Si vous sortez d'une trajectoire de décarbonation ou si vous sortez d'une trajectoire environnementale, vous perdez 30% de la population dont la sensibilité
est très aigu sur ces sujets-là. Et vous ne ferez pas la réindustrialisation, et vous ne ferez pas la reconquête de notre souveraineté économique, et vous ne ferez pas la cohésion territoriale du pays. Donc nous avons besoin de faire cette réindustrialisation dans une trajectoire de décarbonation notamment, certes pour la planète, pour le changement climatique, pour la perte de biodiversité, ces éléments-là, mais simplement parce que si nous ne rentrons pas dans cette trajectoire, nous faisons exploser le consensus actuel et nous n'arriverons pas au bout du chemin. Voilà une conviction. Et encore une fois, ce consensus aujourd'hui est l'actif le plus précieux que nous avons pour notre réindustrialisation. Et le risque qu'il y a eu, vous avez peut-être suivi les débats sur la commission parlementaire sur les freins à la réindustrialisation, avec une sortie d'Olivier Andriès, le patron de Safran, par rapport à des élus locaux de Rennes. Le risque de cette commission d'enquête, elle est super parce qu'elle va rendre public et encore plus visible. J'espère qu'il y aura les mêmes choses que dans mon bouquin, mais ce n'est pas grave s'il y a d'autres choses, ça fera qu'enrichir le débat. Mais elle mettra sur la table ces freins à la réindustrialisation pour lesquels je suis convaincu qu'on a des solutions, qu'on a les ressources. Mais le risque de cette commission, c'est qu'elle devienne un enjeu de clivage politique et qu'elle fasse péter ce consensus. Ça, c'est vraiment ce que je peux craindre. Et oui, il y a une réalité économique, oui, il faut de la souveraineté, oui, il faut des emplois, oui, il faut des produits de défense. On en a besoin dans le monde d'aujourd'hui. Mais oui aussi, il y a une réalité environnementale avec laquelle il va bien falloir composer. Et ce n'est pas en opposant qu'on va, en rentrant dans le conflit qu'on va y arriver. Petite parenthèse là-dessus, je vous laisse ça pour réflexion. On vit avec un modèle social. Le creuset de ce modèle social, là où il y a eu la lutte sociale pour le construire, ça a été dans l'usine. C'est il y a quelque temps déjà. Je pense que l'industrie va devenir le creuset d'un nouveau pacte environnemental. C'est sa responsabilité de trouver l'équation qui fait qu'on a besoin d'emplois, on a besoin de développement, on a besoin de création de richesses, et en même temps, on a besoin d'un usage raisonné des ressources dans un monde de la rareté. Voilà. Ça, c'est à mon avis un des enjeux de la famille de l'industrie, non pas de s'opposer et de balancer des punchlines, mais de trouver les solutions pour composer entre ces enjeux. Je pense que la société attend ça de l'industrie. Je ferme la parenthèse, c'était ma petite sortie philo. Merci beaucoup Olivier, c'est parfait. Ça faisait un mot de conclusion parce que le temps est quasiment révolu. On va quand même pouvoir prendre une et demie question, parce que la justice sociale, c'est aussi pas mettre en retard les collègues après qui font aussi la prochaine conférence. Alors on me fait signe que non, mais juste une, on prend 30 secondes, juste une alors. Il y a quelqu'un qui a l'air d'être tout à fait motivé à en poser une. Je vous en prie. Oui, bonjour, Francis Pruvot, porteur d'un projet de création d'entreprise innovante dans le milieu du vin. Voilà, vous avez parlé donc d'utiliser une partie du pourcentage de l'épargne des Français. Qu'est-ce que vous feriez de différent de ce qui existe actuellement avec ce qu'on appelle les FCPI, qui sont censés aussi être là pour accompagner, on va dire, l'emploi, ou du moins la création de start-up, ou du moins le suivi des startups. Et donc, comment vous verriez, quel modèle vous verriez de différent que le FCPI? Alors, si je ne me trompe pas, le I de FCPI, c'est innovation. Et on a créé un écosystème financier sur l'innovation, et notamment l'innovation de rupture, qui fonctionne tant bien que mal. Moi, le premier point, encore une fois, sur lequel j'arrive, c'est qu'il nous faut de l'innovation de rupture, mais il faut aussi accompagner des projets d'innovation incrémentale, d'augmentation de capacité dans le tissu des PMI et des ETI. Donc, je ne sais pas si le système de financement de l'innovation de rupture est parfait. En tous les cas, il y a eu beaucoup d'emphase qui a été mis dessus. Plein de fonds, plein d'argent public, France 2030, la BPI, etc. Là, la première chose où j'essaierai de combler une carence, c'est comment on accompagne une PMI qui veut augmenter sa capacité, qui va faire de l'innovation incrémentale. Elle ne va pas inventer l'ordinateur quantique, mais elle va faire bouger son produit, aller sur un marché contigu, elle va doubler sa ligne de production. Voilà, pour moi, la première carence, elle est là. On a fait une petite statistique, elle n'était pas assez robuste pour qu'on la publie, mais je vous la donne quand même. On a regardé les taux de financement fonds propres d'aide des PMI en France. Quand vous vous éloignez
des centres régionaux qui ont une ingénierie financière, ce ratio se dégrade rapidement. En fait, nos PMI n'ont pas accès à des outils de financement en haut de bilan dès qu'elles ne sont pas dans un territoire régional. C'est ça qu'il faut combler. Parce qu'aujourd'hui, les PMI françaises, c'est 25% de fonds propres, 75% de dette. Les entreprises industrielles américaines, c'est un autre monde, c'est l'inverse. Mais quand vous êtes gouverné par votre banquier, vous ne prenez pas le même niveau de risque et de développement que quand vous êtes gouverné par quelqu'un qui a investi, qui prend le risque de tout perdre, mais aussi de gagner beaucoup. Ça s'appelle un investisseur. Merci beaucoup pour cette question et puis pour ce dernier mot et cette dernière réponse. Merci beaucoup Olivier Leonti d'avoir été avec nous. On vous invite évidemment à rentrer en profondeur dans ce rapport, mais je me doute que ça ne sera vraiment pas le dernier. Il y a aussi des collaborations avec le Métis, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, je vous invite à suivre évidemment l'actualité de Olivier Leonti et ses prises de parole, notamment sur LinkedIn, avec des capsules tout à fait intéressantes en ce moment, très régulières. Donc on vous invite évidemment à continuer à le suivre. Merci beaucoup, on laisse la place au prochain. Bonne journée.